Do things that don't scale. Faites les choses qui ne scalent pas en français. L'une des plus célèbres leçons de Paul Graham, le cofondateur du plus grand incubateur de start-up de tous les temps, Y Combinator. Cet incubateur est derrière des success stories tels que Stripe, Airbnb, Dropbox et beaucoup d'autres startups qui sont maintenant des licornes. Et si jamais vous envisagez de vous lancer dans l'entrepreneuriat et de créer votre start-up, qu'importe où vous vous trouvez en ce moment, vous devez absolument connaître qui est Paul Graham et suivre méticuleusement ses enseignements. Dans cet épisode, nous allons parler d'une de ces leçons qui a littéralement transformé le monde des startups. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. En regardant les statistiques de ce podcast, je me rends compte que plus de 80% de mes auditeurs sur Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes écoutent plus d'un épisode, mais malgré ça, ils ne s'abonnent pas. Et ils ne laissent pas d'étoiles sur Spotify non plus. En fait, ces épisodes prennent énormément de temps à faire, en passant par la recherche, la lecture et le montage des épisodes. Et ils sont 100% gratuits, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez, s'il vous plaît, laissez une note de 5 étoiles ou un petit pouce bleu ou un like ou je sais pas, ça dépend de la plateforme sur laquelle vous m'écoutez en ce moment. Déjà, ça me motive à faire d'autres épisodes et en plus, ça permettra à l'algorithme de proposer ce podcast à un maximum de personnes. Merci. L'un des conseils les plus fréquents que nous donnons chez Y Combinator est de faire des choses qui ne scalent pas. Beaucoup d'aspirants fondateurs croient que les startups décollent ou ne décollent pas. Tu construis quelque chose, tu le rends disponible, et si tu as créé une meilleure souricière, les gens se précipitent à ta porte comme promis, ou ils ne le font pas. Auquel cas, le marché n'existe probablement pas. En réalité, les startups décollent parce que les fondateurs les font décoller. Il y en a peut-être une poignée qui ont grandi toutes seules, mais généralement, il faut une sorte d'impulsion pour les faire démarrer. Une bonne métaphore serait les manivelles que les moteurs de voiture avaient avant d'avoir des démarreurs électriques. Une fois que le moteur tournait, il continuait à tourner, mais il y avait un processus distinct et laborieux pour le faire démarrer. Ça, c'est l'introduction de son essai. Déjà, avant que je continue, qui est Paul Graham ? Comme j'ai mentionné rapidement dans l'introduction, Paul Graham est un fondateur de start-up lui-même. Il a créé une start-up à succès, puis il a créé Y Combinator après son exit. Exit, c'est un événement de liquidité dans la vie d'une start-up. Quand tu crées une start-up, l'objectif de chaque fondateur, c'est d'avoir un exit, c'est-à-dire soit de vendre son entreprise et de se faire beaucoup d'argent, soit d'aller sur le Nasdaq, le marché boursier, et de vendre des parts de son entreprise au public et se faire aussi beaucoup d'argent. Ça, c'est deux événements de liquidité. On les appelle en français, en anglais, exit. Je vais faire beaucoup d'anglicisme dans cet épisode comme à mon habitude. Du coup, Paul Graham, après avoir fait son exit, il a décidé de cofonder un incubateur, l'un des plus grands incubateurs de tous les temps, Y Combinator. C'est même le plus grand, considéré par beaucoup, par des spécialistes comme étant le plus grand incubateur de tous les temps. Très prestigieux. Et maintenant qu'il a fait, il a accompli à peu près tout ce qu'il y a accompli dans le monde des startups, ce qu'il fait, c'est qu'il passe son temps à écrire des essays qu'il met sur son site internet. Le site internet est vieux, moche, laid, mais le contenu, c'est c'est une mine d'or, je vous assure. Tous les start-upers, du moins beaucoup de start-upers de renom, vivent par les conseils de cet homme. Si vous ne le connaissez pas, j'ai mis le lien vers son site web dans la description de cet épisode. Vous devez absolument foncer vers là. Du coup, dans cet épisode, je vais vous lire un de ses essays qu'il a écrit qui est accessible publiquement. Encore une fois, le lien dans la description de cet épisode. Et dans ces essays-là, il distille ce qu'il a appris dans le monde des startups après avoir coaché des grands fondateurs de startups. Je vous ai dit qu'il a créé son incubateur, il a cofondé Y Combinator, mais est-ce que vous connaissez Airbnb ? Probablement oui. Est-ce que vous connaissez Dropbox ? Je pense que oui. Et beaucoup d'autres géants que vous utilisez sûrement dans vos projets ou dans vos entreprises.
ils sont passés, ces licornes-là, ces startups-là sont passées par Y Combinator avant d'être ce qu'elles sont aujourd'hui. Airbnb, Stripe et bien d'autres. Et aussi, actuellement, je suis incubé à Station F, le plus grand campus de start-up au monde, dans Paris. Et les gens ne vivent que par les enseignements de Paul Graham. C'est pour vous dire à quel point le gars, il est impactant. Et il suffit qu'il écrive un essai pour que ça soit à la mode dans le monde des startups. Genre, tout le monde en parle. Par exemple, il a sorti un essai il n'y a pas longtemps, il y a plusieurs mois de cela. C'était un essai sur le Founder Mode. Et une fois qu'il a sorti cet essai-là, c'était devenu quoi le mot fétiche dans le monde des startups, quoi. Bref, juste tout ça pour vous dire d'aller lire ce qu'il écrit, c'est tout. Prenez quelques minutes de votre temps et faites-le. Recruter. La chose non scalable la plus courante que les fondateurs doivent faire au début est de recruter les utilisateurs manuellement. Presque toutes les startups doivent le faire. Tu ne peux pas attendre que les utilisateurs viennent à toi. Tu dois aller les chercher. Stripe est l'une des startups les plus réussies que nous ayons financées. Et le problème qu'ils ont résolu était urgent. Si quelqu'un pouvait se permettre de s'asseoir et d'attendre les utilisateurs, c'était bien Stripe. Mais en fait, ils sont célèbres au sein de Y Combinator pour leur acquisition agressive d'utilisateurs au début. Les startups qui construisent des choses pour d'autres startups ont un grand bassin d'utilisateurs potentiels dans les autres entreprises que nous avons financées et aucune n'en a mieux profité que Stripe. Chez YC, donc YC c'est YC pour Y Combinator. Chez YC, nous utilisons le terme Coalition Installations. Coalition Installations, pas Coalition. Coalition Installations. Pour la technique qu'ils ont inventée. Les fondateurs, en fait, les Coalition Installations, Coalition, c'est le nom des deux frères qui ont fondé la startup Stripe, les Coalition Brothers. Donc, d'où le nom Coalition Installation. Bref, continuons. Donc, ce nom a été donné à la technique qu'ils ont inventée. Les fondateurs les plus timides demandent « Voulez-vous essayer notre bêta ?» Et si la réponse est oui, ils disent « Super, on vous enverra un lien. » Mais les frères Collison n'allaient pas attendre. Quand quelqu'un acceptait d'essayer Stripe, il disait « Parfait, passe-moi ton ordinateur portable et installez sur place. » Et il les installait sur place. Il y a deux raisons pour lesquelles les fondateurs résistent à l'idée d'aller recruter des utilisateurs individuellement. L'une est un mélange de timidité et de paresse. Ils préfèrent rester chez eux à coder plutôt que de sortir parler à des inconnus, à un tas d'inconnus et probablement être rejeté par la plupart d'entre eux. Mais pour qu'une startup réussisse, au moins un fondateur, généralement le CEO, devra passer beaucoup de temps sur les ventes et le marketing. Ça, c'est très important. Très important. Je reprends ce paragraphe parce que c'est extrêmement important. Je suis fondateur de start-up moi-même et ce qu'il dit est très pertinent. J'ai relu et relu cet essai. Mais à chaque fois que je relis, c'est comme si je redécouvrais des enseignements. Ce paragraphe-ci est très pertinent. Il y a deux raisons pour lesquelles les fondateurs résistent à l'idée d'aller recruter des utilisateurs individuellement. L'une est un mélange de timidité et de paresse. Ils préfèrent rester chez eux à coder plutôt que de sortir parler à un tas d'inconnus et probablement être rejetés par la plupart d'entre eux. Mais pour qu'une startup réussisse, au moins un fondateur, généralement le CEO, devra passer beaucoup de temps sur les ventes et le marketing. Très pertinent. Et ce paragraphe me marque, ça me marque. L'autre raison pour laquelle les fondateurs ignorent cette voie est que les chiffres absolus semblent si petits au début. Ce n'est pas comme ça que les grandes startups célèbres ont commencé, pensent-ils. L'erreur qu'ils font est de sous-estimer la puissance de la croissance composée. Donc compounding growth, compounding en anglais, l'anglicisme, ouais. Nous encourageons chaque startup à mesurer leur progrès par leur taux de croissance hebdomadaire. Si tu as 100 utilisateurs, tu dois en obtenir 10 de plus la semaine suivante pour croître de 10% par semaine. Et bien que 110 ne semble pas beaucoup, mieux que 10, si tu continues de croître de 10% par semaine, tu seras surpris de voir à quel point les chiffres deviennent grands. Après 1 an, tu auras 14 000 utilisateurs et après 2 ans, tu en auras 2 millions. Très bonne façon de penser. Tu feras des choses différentes quand tu acquériras des utilisateurs par milliers et la croissance doit ralentir à un moment donné. Mais si le marché existe, tu peux généralement commencer par recruter des utilisateurs manuellement et progressivement passer à des méthodes moins manuelles.
Airbnb est un exemple classique de cette technique. Les marketplaces sont si difficiles à lancer que tu dois t'attendre à prendre des mesures héroïques au début. Dans le cas d'Airbnb, cela consistait à faire du porte-à-porte à New York, à recruter de nouveaux utilisateurs et à aider les utilisateurs existants à améliorer leur annonce. Quand je me souviens des fondateurs de Airbnb pendant Y Combinator, je les imagine avec leurs valises à roulettes parce que quand ils arrivaient pour les dîners du mardi, ils venaient toujours de rentrer de quelque part. Voilà l'effort héroïque que les fondateurs de Airbnb ont dû mettre en place pour faire décoller leur marketplace. Et il y avait un autre truc qu'il ne dit pas dans le essai, mais qui est très connu de l'histoire des débuts de Airbnb, que je vais vous raconter. Les gars de Airbnb, ils avaient lancé leur marketplace, tout allait bien. Bon, tout allait légèrement bien, c'était pas si bien que ça. Mais du coup, après avoir recruté des utilisateurs, comme il le dit là, ils se sont rendus compte que les choses ne décollaient pas. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont encore fait une fois de plus les choses qui ne scalent pas. Les gars sont allés jusqu'à prendre des photographes professionnels pour aller faire les photos des appartements de chacun de leurs utilisateurs. Genre, les personnes qui mettaient des annonces en ligne, ils se sont rendus compte qu'en fait, ces personnes-là, ils ne sont pas de bons photographes. Et les maisons ne donnaient pas vraiment envie d'aller vivre à l'intérieur. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés prendre des photographes pros pour faire ça manuellement. Et bon, au début, ils l'ont fait eux-mêmes. Après, ils ont pris des photographes pros. Et après, il y avait des chaînes de photographes qu'ils avaient tout un business de photographes pour prendre en photo les maisons. Et le fondateur de Airbnb, je pense, c'est Brian Chesky. Il disait que au début, il a fait tout manuellement, prendre les photos manuellement. Donc, il a fait les choses qui ne scalent pas. Et il a décidé d'automatiser seulement quand c'était devenu impossible de le faire manuellement lui-même. Donc, encore une fois, il respecte l'enseignement de Paul Graham. Do things that don't scale. Fragile. Airbnb semble maintenant être un mastodonte inarrêtable. Mais au début, c'était tellement fragile qu'environ 30 jours d'engagement en personne avec les utilisateurs ont fait la différence entre le succès et l'échec. Cette fragilité initiale n'était pas une caractéristique unique de Airbnb. Presque toutes les startups sont fragiles au début. Et c'est l'une des plus grandes choses que les fondateurs et investisseurs expérimentés, entre parenthèses, et les journalistes et les je sais tout sur les forums ne comprennent pas à leur sujet. Ils jugent inconsciemment les startups naissantes selon les standards des entreprises établies. Ils sont comme quelqu'un qui regarderait un nouveau-né et conclurait « Il n'y a aucun moyen que cette minuscule créature puisse accomplir quoi que ce soit. » Ce n'est pas grave si les journalistes et les je sais tout rejettent ta startup. Je répète cette phrase. Ce n'est pas grave si les journalistes et les je sais tout rejettent ta startup. Ils se trompent toujours. C'est même ok si les investisseurs rejettent ta startup. Ils changeront d'avis quand ils verront ta croissance. Le grand danger est que tu rejettes ta startup toi-même. C'est ça le plus grand danger qu'il dit. Le grand danger est que tu rejettes ta startup toi-même. Je l'ai vu arriver. Je dois souvent encourager les fondateurs qui ne voient pas le plein potentiel de ce qu'ils construisent. Même Bill Gates a fait cette erreur. Il est retourné à Harvard pour le semestre d'automne après avoir commencé Microsoft. Il n'est pas resté longtemps, mais il ne serait pas revenu du tout s'il avait réalisé que Microsoft allait devenir ne serait-ce qu'une fraction de la taille qu'elle a atteinte. Très pertinent. Donc, quand tu crées ta startup, au début, tu ne vois pas ce que tu peux accomplir. Et c'est comme ça pour tout le monde, absolument tout le monde. C'est ce qu'il est en train de nous dire. La question à se poser sur une startup en phase de démarrage n'est pas est-ce que cette entreprise est en train de conquérir le monde, mais quelle taille cette entreprise pourrait-elle atteindre si les fondateurs faisaient les bonnes choses? Très pertinent, très pertinent, très pertinent. La question à se poser sur une start-up en phase de démarrage n'est pas est-ce que cette entreprise est en train de conquérir le monde, mais quelle taille cette entreprise pourrait atteindre si les fondateurs faisaient les bonnes choses. Et les bonnes choses semblent souvent à la fois laborieuses et insignifiantes sur le moment. Microsoft ne devait pas sembler très impressionnant quand ce n'était que 2 gars à Albuquerque qui écrivaient des interpréteurs basiques pour un marché de quelques milliers de hobbyistes. Comme on les appelait à l'époque, les hobbyistes, comme on les appelait à l'époque, les gens qui avaient des ordinateurs. Mais avec le recul, c'était le chemin optimal pour dominer le logiciel du micro-ordinateur. Et je sais que Brian Chesky et Joe Gebbia, les fondateurs de Airbnb, ça c'est les 2 cofondateurs de Airbnb,
Je sais que Brian Chesky et Joe Gebbia ne se sentaient pas en route vers les sommets, quand ils prenaient des photos professionnelles entre guillemets des appartements de leur premier hôte. Ils essayaient juste de survivre, très vrai. Mais avec le recul, c'était aussi le chemin optimal pour dominer un grand marché. Comment trouver des utilisateurs à recruter manuellement? Si tu construis quelque chose pour résoudre tes propres problèmes, alors tu n'as qu'à trouver tes pairs, ce qui est généralement simple. Sinon, tu devras faire un effort plus délibéré pour localiser le filon d'utilisateurs le plus prometteur. La façon habituelle de faire est d'obtenir un ensemble initial d'utilisateurs en faisant un lancement relativement non ciblé, puis d'observer quel type semble le plus enthousiaste et d'en chercher d'autres comme eux. Par exemple, Ben Silberman a remarqué que beaucoup des premiers utilisateurs de Pinterest s'intéressaient au design. Alors, il est allé à une conférence de blogueurs design pour recruter des utilisateurs et ça a bien marché. Si vous avez une idée de start-up et que vous voulez la lancer, mais vous ne savez pas comment construire le MVP de votre application ou de votre plateforme web, ma startup, theguild.io, c'est-à-dire zeguild.io, peut vous amener de 0 à 1, donc de l'idée au MVP. Ou bien, si vous avez déjà une startup qui marche et que vous avez besoin de devs talentueux sans exploser votre budget, theguild.io vous match avec les meilleurs devs du continent africain. Envoyez-nous un email à contact@theguild.io et toute notre équipe va prendre soin de vous et de votre projet comme il faut. Avez-vous déjà pensé à comment faire bon usage de votre temps quand vous êtes dans une salle d'attente, un taxi ou les transports en commun? Ce que moi je fais dans ces situations, c'est d'écouter des livres audio avec Audible. Audible est une plateforme où vous pourrez écouter des milliers de livres audio. Si vous utilisez mon lien doumer.me/audible, donc doumer.me/audible, vous pourrez écouter gratuitement, l'un des livres que je couvre dans ce podcast, ou tout autre livre de votre choix. Si bien sûr c'est la première fois que vous vous inscrivez sur Audible, le lien se trouve dans la description. Ravir. Tu devrais prendre des mesures extraordinaires non seulement pour acquérir des utilisateurs mais aussi pour les rendre heureux, aussi longtemps qu'ils l'ont pu. Entre parenthèses, ce qui s'est avéré très étonnamment long, vous faut envoyer à chaque nouvel utilisateur une note de remerciement manuscrite. Tes premiers utilisateurs devraient sentir que s'inscrire chez toi était la meilleure chose qu'ils aient jamais fait. Et toi, tu devrais te creuser les méninges pour trouver de nouvelles façons de les ravir. Pertinent. Pourquoi devons-nous enseigner cela aux startups? Pourquoi est-ce contre-intuitif pour les fondateurs? 3 raisons, je pense. L'une est que beaucoup de fondateurs de startups sont formés en tant qu'ingénieurs et le service client ne fait pas partie de la formation des ingénieurs. Tu es censé construire des choses robustes et élégantes, pas être servilement attentif aux utilisateurs individuels comme une sorte de commercial. Ironique, une partie de la raison pour laquelle l'ingénierie est traditionnellement hostile au hand-holding est que ces traditions datent d'une époque où les ingénieurs étaient moins puissants, quand ils n'étaient responsables que de leur domaine étroit de construction des choses, plutôt que de diriger l'ensemble. Tu peux être grincheux quand tu es Scotty, mais pas quand tu es Kirk. Scotty et Kirk, c'est 2 personnages de Star Trek. Pour les geeks, je pense que vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, tapez sur Google. C'est une série de l'époque, la science-fiction, extraterrestre, tout ça. Une autre raison pour laquelle les fondateurs ne se concentrent pas assez sur les clients individuels est qu'ils s'inquiètent que ça ne scale pas. Mais quand les fondateurs de startups naissantes s'inquiètent de cela, je leur fais remarquer que dans leur état actuel, ils n'ont rien à perdre. Peut-être qu'ils se donnent du mal pour rendre les utilisateurs existants super heureux. Ils en auront un jour trop pour faire autant pour chacun. Ce serait un super problème à avoir. C'est ce que moi j'appelle les champagne problems, les problèmes champagne. Le genre de problème qu'on aimerait avoir trop d'utilisateurs pour tous les satisfaire. Voyez si vous pouvez les provoquer. Et d'ailleurs, quand ça arrive, vous découvrirez que ravir les clients scale mieux que prévu. En partie parce que vous pouvez généralement trouver des moyens de faire scale n'importe quoi plus que vous ne l'auriez prédit. Et en partie parce que ravir les clients aura alors imprégné votre culture. Expérience. J'essaie de penser à une phrase
pour exprimer à quel point ton attention aux utilisateurs devrait être extrême. Et j'ai réalisé que Steve Jobs l'avait déjà fait. Insanely great. C'est ce que Steve Jobs aimait dire. Si vous lisez sa biographie, épisode 6 de ce podcast, la biographie de Steve Jobs, je la couvre. C'est l'épisode le plus long de ce podcast. C'était à l'époque où je faisais des épisodes un peu, un peu trop longs, quoi. Bon, c'est le seul qui est aussi long que ça en tout cas. Mais ça vaut la peine d'être écouté. Allez, épisode 6 de ce podcast. Et j'ai réalisé que Steve Jobs l'avait déjà fait. Insanely great. Steve n'utilisait pas simplement insanely. En français, c'est un superlatif. Ça représenterait un superlatif pour dire à quel point quelque chose est tellement grandiose. Genre follement grandiose, quoi. Steve n'utilisait pas simplement insanely comme synonyme de très. Il le pensait plus littéralement, qu'on devrait se concentrer sur la qualité d'exécution à un degré qui, dans la vie quotidienne, serait considéré comme pathologique. C'est vous dire à quel point le gars considérait. Steve Jobs était connu pour être extrêmement pointilleux sur les détails. C'est la raison pour laquelle ses produits sont haut de gamme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'il était très méticuleux. Et dans le livre, dans sa biographie écrite par Walter Isaacson, on dit même qu'il allait, quand il construisait les ordinateurs, il allait jusqu'à être minutieux dans l'agencement des pièces composantes de l'ordinateur sur la carte mère. Vous voyez à quel point il était minutieux. Des choses que personne ne voit. Il était minutieux sur ces choses-là aussi. C'est ça qui a fait en sorte que l'iPhone naisse et l'iPhone soit robuste. Et aussi le logiciel iOS, le système d'exploitation iOS soit si robuste. Et Steve Jobs avait pour habitude de dire que vous devez être un baromètre de qualité pour vos collaborateurs. Parce que la plupart des gens ne sont pas habitués à travailler dans un environnement où on exige d'eux une productivité, une qualité maximum. C'est ce qu'il disait. Steve Jobs avait beaucoup de choses à dire à propos de la qualité des choses. Et ça se reflétait sur ses produits. Toutes les startups les plus réussies que nous avons financées l'ont fait. Et cela ne surprend probablement pas les aspirants fondateurs. Ce que les fondateurs novices ne comprennent pas, c'est ce que Insanely Great signifie dans une startup naissante. Quand Steve Jobs a commencé à utiliser cette expression, Apple était déjà une entreprise établie. Il voulait dire que le Mac, entre parenthèses, et sa documentation et même son emballage, telle est la nature de l'obsession, devrait être incroyablement bien conçu et fabriqué. Ce n'est pas difficile à comprendre pour les ingénieurs. C'est juste une version plus extrême de la conception d'un produit robuste et élégant. Ce que les fondateurs ont du mal à saisir, entre parenthèses, et Steve Jobs lui-même aurait pu avoir du mal à saisir, c'est ce que Insanely Great devient lorsqu'on remonte le curseur du temps jusqu'au premier mois de vie d'une startup. Ce n'est pas le produit qui doit être Insanely Great, mais l'expérience d'être ton utilisateur. Le produit n'est qu'une composante de cela. Pour une grande entreprise, c'est nécessairement la composante dominante. Mais tu peux et tu devrais offrir aux utilisateurs une expérience Insanely Great avec un produit précoce, incomplet et bogué. Si tu compenses la différence avec de l'attention. Manuel. Il existe une variante plus extrême où tu n'utilises pas seulement ton logiciel, mais où tu es ton logiciel. Quand tu n'as qu'un petit nombre d'utilisateurs, tu peux parfois t'en sortir en faisant manuellement des choses que tu prévois d'automatiser plus tard. Cela te permet de lancer plus rapidement et quand tu finiras par t'automatiser hors de la boucle, tu sauras exactement quoi construire parce que tu auras la mémoire musculaire de l'avoir fait toi-même. Très important. Il y a beaucoup de fondateurs de start-up qui essayent de scale des choses qui ne sont pas, sans même réfléchir sur ce qu'ils scale. Et moi, ça m'arrive même. Ça m'est arrivé. Actuellement, on a lancé une start-up, mais précédemment, on voulait faire une start-up de paiement. On avait scale des trucs, fait des processus, des systèmes qui scale dans tous les sens, alors qu'on n'avait pas commencé par faire les choses manuellement. Cet essai ici, la leçon que vous devez retenir, qu'on doit retenir, que moi-même je dois retenir et réitérer dans mon cerveau, c'est que il faut faire les choses manuellement d'abord. C'est quand tu fais les choses manuellement pour un petit nombre d'utilisateurs et que tu n'arrives plus à le faire manuellement, que tu passes à la prochaine étape qui est de scale, d'automatiser les choses.
Quand les composants manuels ressemblent à un logiciel pour l'utilisateur, cette technique commence à avoir des aspects de blague pratique. Par exemple, la façon dont Stripe fournissait des comptes marchands entre guillemets instantanés à ses premiers utilisateurs était que les fondateurs les inscrivaient manuellement à des comptes marchands traditionnels en coulisses. Certaines startups pourraient être entièrement manuelles au début. Si tu peux trouver quelqu'un avec un problème qui doit être résolu et que tu peux le résoudre manuellement, vas-y et fais-le aussi longtemps que tu peux, puis automatise progressivement les goulots d'étranglement. Ce serait un peu effrayant de résoudre les problèmes des utilisateurs d'une manière qui n'est pas encore automatique, mais moins effrayante que le cas beaucoup plus courant d'avoir quelque chose d'automatique qui ne résout pas encore les problèmes de qui que ce soit. Et cette partie-ci me fait penser à Zappos. Zappos, si vous êtes en Europe, vous devrez connaître Zalando, la grande marque où vous pouvez acheter des chaussures, des vêtements, tout. Zalando est un copycat de Zappos. Zappos est une entreprise qui vend des chaussures très célèbre aux États-Unis. Et le fondateur de Zappos, comment est-ce qu'il a lancé sa start-up? Le gars, il avait une idée. Il s'est dit, mais ce truc d'internet-ci, est-ce que les gens seraient prêts à acheter des chaussures dessus? Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un site web banal très rapidement. Il est allé vers des magasins de chaussures. Il a dit au magasin que bon, est-ce que vous me donnez la permission de filmer vos chaussures si je vous amène de nouveaux clients? Genre, je vous garantis que je vais trouver des clients pour acheter vos chaussures. Et naturellement, les gars, les gérants de magasins ont dit, bah oui, il n'y a pas de problème. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est allé, il a pris des photos lui-même des paires de chaussures. Il est allé, il a mis ça sur son site web. Et quand quelqu'un venait sur son site web pour commander, ce qu'il faisait, c'est que lui-même par derrière, il porte ses pieds, court vers le magasin. Il achète la chaussure, il livre ça au client et voilà. Donc c'est comme ça qu'il a commencé Zappos. Et c'est grandi et c'est devenu un géant qui a été copié par Zalando pour faire ce que vous connaissez aujourd'hui. Big. Je devrais mentionner un type de tactique initiale qui ne fonctionne généralement pas, le Big Lunch. Je rencontre occasionnellement des fondateurs qui semblent croire que les startups ont des projectiles plutôt que des avions motorisés et qu'ils réussiront si et seulement s'ils sont lancés avec une vélocité initiale suffisante. Ils veulent lancer simultanément dans 8 publications différentes avec des embargos. Et un mardi, bien sûr, puisqu'ils ont lu quelque part que c'est leur jour optimal pour lancer quelque chose. Que c'est le jour optimal pour lancer quelque chose. Lol. Il est facile de voir à quel point les lancements importent peu. Pense à quelques startups qui ont réussi. Combien de leurs lancements te souviens-tu? Tout ce dont tu as besoin d'un lancement est un noyau initial d'utilisateurs. La façon dont tu t'en sortiras quelques mois plus tard dépendra plus de la façon dont tu as rendu ces utilisateurs heureux que de leur nombre. Très pertinent, très pertinent. Tout ce dont tu as besoin pour un lancement est un noyau initial d'utilisateurs. La façon dont tu t'en sortiras quelques mois plus tard dépendra de la façon dont tu as rendu ces utilisateurs heureux que de leur nombre. Le focus de ce ici, de ce que je suis en train de vous lire là. Rendre les utilisateurs heureux, faire les choses manuellement au début, puis automatiser plus tard et se focaliser toute son âme, tous ses efforts pour rendre les premiers utilisateurs heureux. Alors, pourquoi les fondateurs pensent-ils que les lancements sont importants? Une combinaison de solipsisme et de paresse. Ils pensent que ce qu'ils construisent est tellement génial que tous ceux qui en entendent parler. Et puis, ce serait tellement moins de travail si tu pouvais obtenir des utilisateurs simplement en diffusant ton existence plutôt qu'en les recrutant un par un. Mais même si ce que tu construis est vraiment génial, acquérir des utilisateurs sera toujours un processus graduel, en partie parce que les trucs géniaux sont généralement aussi nouveaux, mais surtout parce que les utilisateurs ont d'autres choses en tête. Ce n'est pas suffisant de faire quelque chose d'extraordinaire au début. Tu dois fournir un effort extraordinaire au début. Toute stratégie qui fait l'impasse sur l'effort, que ce soit compter sur un gros lancement pour avoir des utilisateurs ou sur un gros partenaire, est par définition suspecte. Très pertinent. Je reprends. Ce n'est pas suffisant de faire quelque chose d'extraordinaire au début. Tu dois fournir un effort extraordinaire au début. Toute stratégie qui fait l'impasse sur l'effort, que ce soit
compter sur un gros lancement pour avoir des utilisateurs ou sur un gros partenaire est par définition suspect. Cet épisode en lui-même est une leçon. D'habitude, je fais la section leçons, mais je pense que cet épisode est un condensé de leçons. Déjà, l'essai de Paul Graham qu'on a couvert pour cet épisode, c'est un condensé très rapide de plusieurs leçons. Et faire une section leçons serait me répéter. J'ai pensé une section leçons et j'ai commencé à noter les leçons, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est la même chose, c'est les mêmes choses que je dis dans le essai et qu'il dit déjà dans le essai. Du coup, pour cet épisode, mais vrai, vous que j'apprécie énormément, qui m'écoutez jusqu'à la fin, la section leçons était l'épisode en lui-même. Donc, merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage, donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.